Donc, bonjour, bienvenue dans ce quatrième webinaire du cycle Nouvelles ruralités, nouveaux ruraux organisé par le Réseau rural, la chaire Territoire et mutation de l'action publique de l'IEP de Rennes et l'Institut Agro. Moi, je suis Marianne Pabeuf, je travaille à la région Bretagne et je m'occupe du réseau rural breton. Alors, pour vous présenter rapidement le réseau rural, c'est un outil qui est prévu par le FEADER et qui sert à faire se rencontrer les acteurs du monde rural et à partager des enjeux, des actualités autour du monde rural. Le réseau rural, il existe à l'échelle européenne et suivant les pays, à l'échelle nationale et ou régionale. En France, en général, c'est national et régional. Et en région Bretagne, le réseau rural est copiloté entre la région Bretagne et l'État en la préfecture de région. Passé cette présentation rapide du réseau rural, qui au passage est en cours de redéfinition pour la période 2023-2027, je vais inviter Romain Pasquier à nous présenter la chaire Territoire et mutation de l'action publique, qui est co-organisatrice de ce cycle de webinaires. Merci beaucoup Marianne, ravi de vous retrouver pour ce webinaire très attendu. Alors la chaire Territoire et mutation de l'action publique, elle existe depuis 2015 à Sciences Po Rennes. On a trois axes de travail, un axe sur la gouvernance territoriale, un axe sur les transitions et la résilience territoriale et un axe sur les solidarités humaines et territoriales. Et dans ce cadre-là, on mène un certain nombre de programmes de recherche fondamentale, de recherche-action, mais aussi de tables rondes, de webinaires, dont le webinaire phare, ou en tout cas l'un des plus emblématiques de cette année, a été co-organisé avec le réseau rural et avec l'Institut Agro Rennes-Angers. Alors, la chaire TEMAC, c'est beaucoup de partenaires, hein, c'est les principales collectivités territoriales bretonnes, c'est des banques mutualistes comme la CASDEN, comme le CMB Arkea, c'est le groupe La Poste, c'est aussi Camp la Mer, enfin bref, c'est un ensemble de partenaires qui cherchent à réfléchir sur les politiques territoriales. Et évidemment, la problématique de la ruralité en Bretagne et dans l'Ouest ne peut pas ne pas être traitée et durablement traitée. C'est pour ça qu'on a souhaité s'associer avec ces très beaux partenaires que sont le réseau rural et l'Institut Agro. Je vous souhaite un très bon webinaire. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, la troisième partenaire, hein, je représente donc l'Institut Agro. Je suis Catherine Lédin. Je suis enseignante et chercheuse au sein de l'Institut Agro. Donc, l'Institut Agro, comme son nom peut-être l'indique, forme des étudiants, ingénieurs ou masters en agronomie, en agroalimentaire. Et évidemment, les enjeux des territoires ruraux sont au cœur de nos activités, tant d'enseignement que de recherche. Donc, c'est tout naturellement qu'on participe à l'organisation de ce cycle. Donc, voilà pour la présentation un peu de notre structure. Je vais maintenant vous présenter les motifs, quelque part, de ce webinaire dans le cadre de notre cycle des nouvelles ruralités. C'est un sujet un petit peu différent des webinaires que nous avons organisés en fait, cette année. Et en fait, on voulait ici répondre en fait à une interrogation, à des questionnements qu'on rencontrait en fait dans les territoires ruraux. On voyait que il y avait l'émergence en fait d'un nouveau type de vote dans les zones rurales, un vote qui était souvent plus apparenté au départ aux zones urbaines. On voyait donc beaucoup d'élus, beaucoup de professionnels s'interrogeaient finalement qu'est-ce qu'il y avait derrière l'émergence d'un vote populiste qui n'apparaissait pas précédemment. Et par ailleurs, on voyait aussi que si les territoires ruraux bénéficiaient souvent d'une image positive de solidarité et d'accueil, on découvrait, alors quand on a organisé ça, il n'y avait pas encore les événements récents, mais on voyait bien qu'il y avait un certain nombre de projets d'accueil de migrants qui posaient question dans ces zones rurales.
avec certains qui y voyaient une opportunité, qui y voyaient l'occasion de maintenir une population, de la rajeunir, de répondre à des besoins de main-d'œuvre, au maintien de services, à la population avec un nombre suffisant de population. On voyait que ces projets apportaient une certaine contestation. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de proposer ce webinaire sur populisme et ruralité. Donc, juste après, j'aimerais que tu aies une salle de dispo parce qu'on est un peu passé dans le bureau. alors là, je pense que quelqu'un doit fermer son Pour micro. maintenant, Voilà, je m'excuse. Ouais, voilà, merci. Donc, pour ce webinaire, en fait, nous avons 2 intervenants. Alors, la première personne, donc, c'est Achille Vernant, hein, que vous voyez qui a allumé sa caméra. Je le remercie vivement d'être avec nous parce qu'il est à la veille d'un grand jour, puisque demain, il va soutenir sa thèse en géographie à l'EHESS à Paris, au sein de l'UMR Géocité. Et le titre de sa thèse, c'est l'action publique dans 3 villes moyennes en décroissance du centre de la France, Montluçon, Nevers et Vierzon. Et donc, il va aujourd'hui nous faire un exposé sur le vote populiste dans les villes moyennes que nous avons dans les zones rurales. Et on aura un deuxième intervenant. Peut-être, Marianne, je te laisse le présenter rapidement. Jean-Yves Roland, maire de Callac. Oui, bah, tu viens de dire l'essentiel. Monsieur Roland a accepté de témoigner auprès de nous de l'expérience de Callac ces derniers mois autour du projet d'un centre d'accueil de réfugiés et des difficultés que ça a pu créer sur le territoire. Donc, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc on remercie à l'avance les 2 intervenants, puis je m'arrête tout de suite en laissant Achille Varnant nous faire son exposé. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais essayer de partager mon écran. On va voir si ça fonctionne. Vous allez me le confirmer dans quelques instants. Vous avez bien le PowerPoint? Très bien, bon ça marche très bien. Ok, alors moi, il faut que je mette le mode présentateur pour que je m'en sorte. Tac, je décale ça. Je vais prendre une petite seconde. Je suis désolé pour le pas de technique. Alors, d'abord, un merci encore pour votre invitation. Je vais juste préciser quelque chose d'emblée. C'est vrai que moi, je suis plutôt spécialiste des villes moyennes, ou en tout cas de l'évolution politique de certaines villes moyennes en France. En tout cas, c'est là-dessus que porte ma thèse notamment, et thèse que je soutiens demain. Donc, effectivement, j'ai un peu des cernes jusque-là, et j'espère que vous serez indulgents pour ma présentation. J'ai donc décidé d'élargir un peu le propos. Alors, par rapport à décentrer peut-être et élargir le propos par rapport à la commande qui m'avait été faite initialement, qui était la suivante, effectivement, sur le vote populisme dans les territoires ruraux. Et en fait, j'ai transformé un petit peu la question. Je me suis permis de le faire. J'espère que ça ne vous posera pas de problème de 2 manières. D'abord, c'est vrai que j'ai un peu évacué ce terme de populisme pour une raison toute simple, c'est que c'est vrai que je ne l'utilise pas, moi, dans le cadre de mes recherches. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser et ce n'est pas un rejet de la notion, mais simplement, voilà, moi, je ne l'utilise pas. Donc, je me serais trouvé bien embarrassé de l'utiliser ici. Et l'autre élément, c'est que j'ai effectivement décentré un petit peu le propos ou élargi le propos, notamment donc effectivement aux territoires ruraux, mais aussi aux villes moyennes sur lesquelles je travaille. Je pensais que ça pouvait être éventuellement intéressant aussi d'en dire un mot, puisque c'est de ces villes dont je suis plus particulièrement spécialiste. Alors, je ne parle pas de vote populiste, mais je vais revenir sur la situation électorale d'un certain nombre de partis ou de courants politiques, en particulier de l'extrême droite et de la gauche radicale. Donc, ce qui va m'intéresser ici dans le cadre de cette présentation, c'est à la fois la géographie du vote, Rassemblement national et Reconquête d'un côté, et on verra que ce n'est pas forcément d'ailleurs tout à fait les mêmes géographies, et puis dans un deuxième temps, la géographie de la gauche radicale, de la France insoumise en particulier, et du Parti communiste français. J'ai évacué le NPA, Lutte ouvrière ou d'autres partis, parce que voilà, j'ai considéré que j'ai pris vraiment LFI et le PCF, donc dans les territoires ruraux, ainsi donc que dans les villes petites et moyennes. Alors effectivement, vous l'avez bien dit, avant l'élection présidentielle de 2002, le vote
vous parliez de populisme, mais en tout cas d'extrême droite, a souvent été présenté, c'était moins vrai pour le vote de gauche radicale, souvent été présenté comme l'expression d'un malaise urbain. Il ressortait des études menées au niveau national que l'extrême droite, à l'époque, réalisait donc, ses plus faibles scores en fait, dans des communes rurales et périurbaines de moins de 2000 habitants. Vous voyez, c'est rigolo, ça a changé parce qu'aujourd'hui, on pourrait trouver ça étonnant, surprenant. Mais en tout cas, à l'époque, c'est plutôt le vote Front National en milieu urbain qui paraît surprenant et étonnant. Et quand il arrive en 2002, voilà, tout le monde est un peu surpris. Alors, il a pourtant toujours existé, comment dire, à côté de ce vote urbain d'extrême droite, un vote rural pour l'extrême droite, comme l'a bien montré notamment Bernard Schwengler dans ses travaux. Ce vote rural a pu être constaté dès l'élection présidentielle en fait, de 1988 en Alsace, par exemple. Il a pris ensuite des proportions importantes dans l'ensemble du nord-est de la France à l'élection présidentielle de 1995 et ils sont encore accrus au premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Juste petite parenthèse, parfois je regarde derrière l'écran, c'est parce que j'ai un grand écran et voilà, c'est pas que je regarde de loin à l'horizon, mais voilà, j'ai les cartes en plus gros. Alors depuis, le Front National enregistre ses meilleurs résultats plutôt à l'inverse, loin des grandes villes, quel que soit d'ailleurs le scrutin pris en considération. Et les commentateurs sont nombreux désormais à considérer qu'il y aurait désormais deux France, une France des métropoles, d'un côté celle de la mondialisation heureuse en quelque sorte, et puis une France périphérique de l'autre, victime de la désindustrialisation, de la fermeture des services publics qui cumulerait, elle, les fragilités. La première, elle voterait massivement pour des partis de gouvernement, je mets des guillemets, en premier lieu pour La République En Marche, tandis que la seconde serait plus encline peut-être à se tourner vers des partis protestataires ou contestataires. Là aussi, je mets des guillemets, je n'ai pas trouvé le terme tout à fait neutre, à l'image donc du Rassemblement national. Faut-il en conclure pour autant qu'en dehors des métropoles, l'extrême droite domine désormais le paysage politique? C'est la première question que j'ai voulu me poser dans le cadre de cette présentation. Existe-t-il un véritable clivage sur le plan politique entre le rural d'un côté et l'urbain de l'autre? Si oui, comment celui-ci se caractérise-t-il? Y a-t-il une ou des géographies des contestations? Quid en particulier de la géographie du vote LFI et du vote PCF? Ces partis sont-ils présents dans les territoires ruraux? Si oui, lesquels? Ça semble un peu moins naturel. On a tous en tête la ceinture rouge, qui d'ailleurs n'est plus si rouge, donc, au niveau de la Seine-Saint-Denis. Qu'en est-il dans les territoires ruraux? La géographie du vote d'extrême droite se rapproche-t-elle de la géographie du vote de la gauche radicale ou est-ce qu'on a affaire à des géographies finalement assez différentes? Et donc, pour le comprendre, je vais vous proposer une présentation en 3 temps. D'abord, s'interroger, est-ce qu'on a effectivement un vote aujourd'hui contestataire dominant hors des grandes métropoles? Deux, le décalage entre le succès électoral de ces partis, en tout cas du Rassemblement national en particulier, un peu de la LFI, aux élections nationales dans les territoires ruraux et leur difficulté à s'implanter localement. Et puis enfin, troisième point, France urbaine, France rurale. Donc, je vais interroger la nature de ce clivage politique. Je vais donc revenir dans un premier temps sur l'évolution du vote FN-RN aux élections présidentielles. Puis, dans un second temps, je vais revenir sur la géographie électorale du vote FN-RN. Je dis FN-RN parce que je reviens un petit peu dans le temps, de Reconquête, de LFI et du PCF lors de la dernière élection présidentielle. L'idée pour moi, ça va être de nuancer finalement l'idée d'une France périphérique qui serait complètement uniforme sur le plan politique, malgré effectivement la progression générale de l'extrême droite. C'est vrai dans les territoires ruraux, on verra que ce n'est pas vrai que dans les territoires ruraux. Alors, ce schéma, il me semble tout à fait intéressant. Il est tiré d'un article de Kevin Brooks et de Tristan Guerra, qui a été publié en 2023, donc récemment, je crois en avril, sur le site de la revue en ligne Métropolitique, et qui nous rappelle quoi? Qui nous rappelle que les résultats des candidats, donc ici à l'élection présidentielle de 2022, diffèrent selon la catégorie territoriale observée. Donc, quand vous regardez ces petits schémas, on voit quoi? On voit que le vote Jadot, Zemmour, Mélenchon et Macron, par exemple, en tout cas Jadot, Zemmour, Mélenchon, Macron, réalise en moyenne de meilleurs résultats dans les espaces urbains denses que dans les territoires ruraux. Vous voyez, c'est particulièrement vrai quand vous prenez un candidat comme Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, qui font pratiquement le double dans les espaces urbains denses que dans les territoires ruraux peu denses.
Inversement, des candidats comme Lassalle, Pécresse et Le Pen obtiennent des scores plus élevés dans les territoires ruraux et périurbains que dans les agglomérations urbaines. C'est particulièrement vrai pour Jean Lassalle, qui s'est présenté comme le candidat justement de la ruralité. Et quand vous regardez le graphique que vous avez là, vous voyez qu'il fait à peu près 7% voilà, dans les territoires, dans le rural autonome très peu dense, et il fait moins de 2% dans l'urbain dense. Hein. Donc, vous avez des écarts très importants. Vous verrez ensuite des cartes, des géographies des différents candidats. Je n'ai pas gardé Jean Lassalle, je ne savais pas très bien comment le classer, mais non seulement elle est très marquée entre rural et urbain, mais elle est aussi très marquée régionalement, puisque vraiment, c'est un vote du sud-ouest. Il fait très peu de voix dans le nord de la France, par exemple. On observe donc une différence très nette entre le vote d'extrême droite et le vote pour la gauche radicale. Le premier est un vote plus rural que le second, et on observe également des différences, et ça me semble assez intéressant d'insister là-dessus, au sein de l'extrême droite, entre un Zemmour, candidat qui est plutôt un candidat urbain, finalement, alors les écarts ne sont pas massifs, hein, mais quand même, et une Marine Le Pen qui est plutôt une candidate du rural. Bon, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle réalise quand même des scores globalement très bons partout, et ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas tellement une différence urbain-rural, mais plutôt une différence urbain de densité intermédiaire et rurale versus urbain dense. Alors, dans le détail, voici à travers ces quelques cartes, donc vous voyez, en fait, vous avez comment la géographie du vote a évolué depuis l'élection présidentielle de 1995. Donc, de gauche à droite, puis de haut en bas. Vous avez ici les résultats de 1995, de 2002, de 2007, de 2012, de 2017 et de 2022. Figure donc sur la carte la couleur du candidat qui est arrivé en tête au premier tour dans chaque commune. Donc, ça nous donne une information qui est importante, mais en même temps, ça ne nous dit pas les écarts. Voilà, est-ce que le candidat est arrivé très en tête ou pas. Donc, c'est une information, mais parcellaire. Hein, voilà, c'est comme ça. Et donc, le PS, vous le voyez, est en rose. Je n'ai pas remis la légende à chaque fois parce que les légendes sont différentes. L'UMP et LR sont en bleu. LREM en violet. LFI est en rouge. Le MoDem en orange. Jusque-là, ça paraît assez logique. Et quand vous regardez ensuite, le FN-RN, lui, est en brun sur les 4 premières cartes. Pourquoi? Parce que c'était les couleurs traditionnellement attribuées à l'extrême droite, et est en bleu marine sur la suite de la série. Ce qui peut-être témoigne aussi d'une forme de normalisation de l'extrême droite. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai fait ces cartes, c'est des cartes du ministère, tirées de données du ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est un site public en l'occurrence. Et donc, vous voyez un petit peu l'évolution du vote. La première remarque, elle n'est pas très originale, mais c'est comme ça, c'est la disparition du PS et de LR de la quasi-totalité du territoire français, métropole comprise, entre l'élection de 2007, on va dire, c'est un sommet quasiment, hein, après la parenthèse de 2002, et puis ensuite, disparition. Alors, 2012, on voit une progression du Front National, et entre 2017 et 2022, là, on voit vraiment la disparition du PS et de LR. La deuxième remarque, c'est qu'il existe une fracture très nette entre l'Est et l'Ouest de la France, hein, avec l'extrême droite d'un côté qui s'étend progressivement dans un large quart nord-est de la France et qui réalise de belles performances dans des territoires peu denses du centre de la France. Je pense en particulier à des départements que je connais bien, puisque c'est sur ces départements que portait ma thèse, en tout cas des villes dans ces départements, la Nièvre, le Cher et l'Allier, hein, donc qui sont vraiment au centre de la France, des départements très ruraux. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'Emmanuel Macron résiste à l'ouest, en Bretagne notamment, territoire que vous connaissez bien, à l'exception toutefois de l'intérieur des terres. Voilà, on a une forme de modèle périphérie-centre inversé là, mais aussi, par exemple, en Loire-Atlantique. Ce qu'on voit aussi, et c'est peut-être plus surprenant pour des gens qui ne connaissent pas forcément qui ne sont pas forcément familiers de la géographie électorale, c'est que Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, arrive en tête dans de nombreuses communes, situées notamment dans le sud de la France, y compris donc dans certains territoires ruraux. Ce n'est pas qu'un vote de grandes villes, hein. Il y a aussi des territoires ruraux. Ils sont géographiquement situés, comme vous le voyez sur ces cartes, mais il existe aussi un vote Jean-Luc Mélenchon dans certaines communes rurales. Quand on regarde le résultat du second tour de
dernière présidentielle, la fracture Est-Ouest, elle est encore plus nette. Alors là, vous avez une carte, cette fois-ci, c'est pas moi non plus qui l'ai réalisé, mais avec l'écart, qui nous renseigne sur l'écart entre les deux candidats, Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, au second tour de l'élection présidentielle de 2022. Plus la couleur est orange, plus Emmanuel Macron, plus l'écart est en faveur d'Emmanuel Macron, plus elle est bleu foncé, plus c'est en faveur de Marine Le Pen. Ce que vous voyez, c'est donc une fracture Est-Ouest qui est encore plus nette. Je laisse de côté les Outre-mer, mais c'est quand même intéressant. Vous voyez le Front National qui est en tête pratiquement partout. C'est vrai aussi en Corse. Donc, c'est aussi peut-être important de le souligner, même si ce n'est pas le centre de mon propos. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'autrement dit, aux différences catégorielles, donc le rural, entre le rural, le périurbain, les villes petites et moyennes et les métropoles, eh bien, se superpose d'une certaine manière une fracture régionale qui est extrêmement marquée. Alors celle-ci, elle ne se fait pas au hasard, elle recoupe évidemment des clivages sociaux et économiques. La France de l'Ouest se porte globalement mieux que la France de l'Est. On sait par exemple que la pénétration électorale du FN au sein des classes populaires et notamment des ouvriers s'est accrue ces dernières décennies, et donc que la répartition spatiale des ouvriers elle recoupe en fait assez largement ce clivage électoral. Donc finalement, on a derrière ce clivage géographique un clivage social, tout simplement. Je vous propose aussi une hypothèse de Joël Gombin, qui est un politiste, qui dit qu'au-delà de la question économique et sociale, si certaines régions résistent mieux à l'extrême droite, eh bien cela aussi peut être lié à leur histoire. On voit par exemple que les bastions du catholicisme de la France des années 50 et 60, je pense en particulier à la Bretagne ou à la Loire-Atlantique, sont moins tournés vers le FN. Et pour lui, ça pourrait tenir à l'implantation en fait, et à l'ancrage social fort et ancien d'une droite, mais plutôt chrétienne et démocrate. Le RN a pu se heurter, nous dit-il, dans ces territoires à la résistance finalement de la droite traditionnelle. Donc, il y a aussi des effets liés à l'histoire politique locale. En bref, dans tous les cas, cette carte, elle nuance quoi? Elle nuance l'idée d'une France périphérique qui serait toute acquise à l'extrême droite. On voit que c'est infiniment plus complexe que ça. Alors là, maintenant, vous avez de gauche à droite et de haut en bas la géographie du vote Reconquête, la géographie du vote La France Insoumise, celle du vote François Roussel, et il manque celle du vote Rassemblement National. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? La première carte que vous avez alors je sais plus, oui c'est ça, en haut à gauche de votre écran, donc c'est la carte du vote Marine Le Pen, on voit qu'elle réalise ses meilleurs résultats finalement dans un large quart nord-est de la France, mais aussi donc, dans des territoires qui ont pu être en partie désindustrialisés, mais pas seulement d'ailleurs, territoires de vignobles aussi, mais aussi dans une partie du centre et même de l'ouest, au nord de Bordeaux par exemple. Donc ça c'est en tout cas ça s'est accru notamment aux dernières présidentielles. On peut voir sur le côté le vote Éric Zemmour, donc, que vous avez en haut à droite de votre écran. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il réalise qu'Éric Zemmour réalise ses meilleurs résultats au sud de la France, en Corse aussi. Voilà, moi, en tout cas, c'est une surprise. Et dans quelques endroits, comme à proximité d'Orléans, où se trouve l'un de ses principaux lieutenants, je n'ai plus en tête son nom, ça m'échappe. Vous avez aussi le maire de Salbris, etc. à côté. On peut imaginer que ça joue. Il y a aussi des effets de contexte. Et ce qu'on voit de manière plus globale, c'est que sa géographie, elle est un petit peu plus homogène que celle du Rassemblement national. Et on voit aussi que ce n'est pas tout à fait la même géographie entre le vote Zemmour et le vote Le Pen. Voilà, donc peut-être première distinction. Ce que vous avez en bas à gauche de votre écran, je vais y arriver, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon. On voit qu'il obtient ses meilleurs scores en région parisienne. OK, très bien. Aussi en Bretagne et dans la moitié sud de la France, donc y compris dans certains territoires ruraux. Et puis enfin, vous avez dans la dernière carte le vote François Roussel. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il réalise, lui, ses meilleurs résultats ou ses résultats les plus élevés dans le nord de la France, dans le nord de la Bretagne aussi. Je n'en connais pas la raison, mais vous le savez certainement mieux que moi, ainsi que dans le centre de la France, au sein de territoires ruraux qui furent autrefois des bastions du PCF, à l'image du bocage bourbonnais dans l'Allier. Donc, je parlais de l'Allier tout à l'heure, sur lequel a notamment travaillé le sociologue Julien Michy, mais vraiment des campagnes qui ont
voilà, qui étaient historiquement des campagnes soit avec des ouvriers agricoles, soit des campagnes où vous aviez des villes industrielles. C'était le cas à Montluçon, à Commentry dans l'Allier, par exemple, et donc dans lesquelles il y a une tradition communiste. Et si le Parti communiste ne dirige plus ces départements, par exemple, il garde un réseau d'élus locaux et ça se retrouve aussi, et donc de militants, et ça se retrouve au moment, y compris d'élections présidentielles. Donc vous le voyez là sur cette carte. Au total, on note qu'il existe donc des différences très importantes entre la géographie électorale de ces 4 formations politiques. Il n'y a donc pas une géographie du vote extrême ou radical, mais bien des géographies qui correspondent finalement à des offres politiques très différentes. Et je pense que c'est quand même important d'insister là-dessus. On n'a pas affaire à la même géographie quand on regarde, encore une fois, le vote Rassemblement national, le vote Reconquête, le vote France Insoumise ou le vote Parti communiste français. Voilà. Et pourtant, on pourrait considérer que c'est des partis contestataires, en tout cas dans le sens où ils contestent des partis qui, eux, ont été au gouvernement ces dernières années. Alors, cette première partie m'a permis donc de montrer que la géographie électorale des espaces ruraux est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. C'est le premier résultat. Et puis, j'entends maintenant approfondir, si vous le voulez bien, cette réflexion en revenant à présent sur le processus de dissociation croissante aussi entre les échelons nationaux et locaux sur le plan électoral. Ce qu'on voit, c'est que le FN et LFI en particulier peinent encore, on va le voir en tout cas, à s'ancrer aux élections locales et qu'on a quelque part une dissociation des résultats qui peuvent être très différents aux élections locales. Quand je dis élections locales, municipales, départementales, régionales, etc. Et élections nationales, évidemment, les législatives et surtout la présidentielle. Alors, lors des élections municipales de 2014, puis des élections régionales de 2015, on a assisté à une très grande attention accordée, une très grande attention a été accordée dans le champ médiatique à la progression de l'extrême droite aux élections locales. Sauf qu'en réalité, quand on regarde dans le détail, derrière quelques succès, je pense notamment à l'image de Robert Ménard à Béziers, de Julien Sanchez à Beaucaire ou à Steve Briouat à Hénin-Beaumont, qui ne sont pas d'ailleurs qui sont des communes, des villes moyennes ou petites villes, si on prend Hayang, au sein d'espaces qui peuvent être plus ou moins d'ailleurs ruraux, pas forcément. En tout cas, à ces élections locales, les victoires du FN et de ses alliés ont été finalement peu nombreuses à l'époque, en dépit de la progression très forte de l'extrême droite lors de ces scrutins. C'est valable aussi, comme vous le savez, aux élections régionales, où à un moment donné, on a pensé que peut-être le Rassemblement national allait prendre 1, 2 ou 3 régions, dans le nord, dans le sud et aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Finalement, ça n'a pas été le cas. En fait, ce paradoxe entre la progression des résultats d'un côté et la faible représentation du parti au niveau local, elle traduit quoi? Elle traduit une difficulté pour l'extrême droite à s'ancrer, encore une fois, aux élections locales, ce qui peut tenir un phénomène d'abstention différentielle, c'est-à-dire que les électeurs Rassemblement national, ont tendance peut-être à plus s'abstenir que les autres, et donc ils votent au moment des présidentielles, mais ils ne votent pas forcément aux élections municipales ou départementales ou régionales. C'est une difficulté qui est aussi partagée par la France insoumise. C'est vrai donc dans les territoires ruraux, mais aussi dans des quartiers populaires de grandes villes. Et ce décalage, on le retrouve aussi, mais pour des raisons peut-être différentes, chez LREM, qui, là, pour le coup, a un électorat qui se mobilise à peu près à toutes les élections, mais ne vote pas forcément LREM. Vote LREM au moment des présidentielles, mais ne vote pas forcément LREM au moment des élections locales. Peut voter, par exemple, plutôt LR ou plutôt socialiste, voire Europe Écologie Les Verts, par exemple. Alors là, je vous ai fait une carte un petit peu, donc là, c'était pour me faire plaisir, mais pour vous montrer aussi pour qui vote la France des villes moyennes. Et donc là, ce qu'on voit, aux élections municipales, j'insiste, puisque le résultat serait très différent si on avait pris les présidentielles. Il y aurait certainement du Jean-Luc Mélenchon, du Rassemblement national et peut-être même du Emmanuel Macron, enfin c'est même sûr, arriver en tête dans certaines villes. Donc là, c'est bien le résultat du deuxième tour des élections municipales de 2020 dans les villes moyennes. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, le PS, LR et leurs alliés continuent de dominer complètement le paysage politique. Alors parfois, c'est des maires qui ne sont pas directement encartés, mais qui sont apparentés à. Et bien sûr, ces villes, elles ne résument pas à elles seules l'espace géographique dans lequel elles s'insèrent.
mais leurs élus occupent bien souvent une place importante à l'échelle départementale. C'est vrai en particulier dans les départements ruraux, qu'elles soient symboliques ou effectives. Donc là aussi, on voit bien que ce soit le RN ou LFI ont du mal à s'implanter. On voit que les centristes ne contrôlent qu'une trentaine de villes sur 140 et que rares sont les maires à être officiellement apparentés, par exemple, à LREM. C'est le cas à Nevers, mais je n'ai pas beaucoup d'autres exemples. On voit aussi que l'extrême droite donc, ne détient que Béziers, Fréjus et Beaucaire. Donc, finalement, c'est assez peu. C'est des villes importantes, bien sûr, mais c'est pas… Voilà. Et puis, quand on regarde le PCF, il conserve Vierzon et Dieppe, mais c'est tout. Et LFI est complètement absent du paysage politique local dans cette catégorie de villes. Je vous ai mis en bas la carte des métropoles. Donc là, vous voyez vraiment aussi la différence entre ville moyenne et métropole avec, pour le coup, une domination très nette de la gauche socialiste et écologiste dans les métropoles, ce qui n'est pas du tout le cas dans les villes moyennes. Donc là aussi, on peut déceler, encore une fois, des différences régionales avec l'Est de la France plus à droite et l'Ouest de la France qui est globalement plus à gauche. Alors, je vous ai maintenant mis, vous voyez, donc maintenant deux cartes des élections départementales de 2022. La première, à gauche, donne les résultats à l'échelle du canton. Elle me semble assez intéressante, je vais y revenir. Et puis la seconde, en bas à droite, c'est à l'échelle du département. Donc, c'est qui a la majorité au niveau départemental à l'issue du deuxième tour de ces élections départementales de 2021 et pas 2022, pardon. Donc, on devine là aussi à nouveau la fracture Est-Ouest avec la gauche qui domine dans un large quart sud-ouest et la droite qui domine globalement partout ailleurs, à quelques exceptions près. Vous voyez, vous avez quelques départements comme la Nièvre, que j'ai beaucoup cité, ou en Bretagne qui restent socialistes, mais globalement, globalement, c'est quand même plutôt marqué à droite. Et ce qu'on note aussi à nouveau, c'est également la très faible implantation du RN et de LFI dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux. Voilà. Si vous prenez un département très rural, là aussi, je reprends la Nièvre, mais j'ai un peu mes obsessions. Le Cher et l'Allier, pareil. Le RN n'obtient, par exemple, aucun canton en dépit de ses bons résultats aux élections européennes et présidentielles. Donc, on voit un parti qui fait des résultats très importants au moment des présidentielles législatives, mais qui peine à s'implanter localement, pour le moment, en tout cas, ça va peut-être évoluer, aux élections locales. La situation, je dis, elle pourrait évoluer. Donc, je ne fais pas de politique fiction, je ne suis pas Madame Irma, je ne lis pas dans une boule de cristal. Mais ce qu'on peut voir en revanche sur cette carte des élections, des résultats des élections législatives de 2022, c'est que, pour des raisons différentes, mais le RN comme LFI ont réussi à s'implanter dans un certain nombre de territoires ruraux. LFI en profitant de l'alliance et de l'attelage avec les autres partis de gauche, le RN en solitaire. Mais en tout cas, les deux partis ont réussi à s'implanter. On peut imaginer que donc vous avez cette fois-ci des députés avec des collaborateurs qui peut-être auront envie de s'implanter localement. Et donc peut-être dans ces territoires qui sont aujourd'hui des circonscriptions au Rassemblement national ou LFI, vous pourrez avoir éventuellement une progression de ces deux partis aux élections locales. C'est qu'une hypothèse. Il faudrait attendre évidemment de voir ce que donnent les prochaines élections pour voir si cette hypothèse se vérifie ou si elle ne se vérifie pas. J'en viens donc à ma troisième et dernière partie. La lecture ville-campagne en matière de géographie électorale, elle permet donc quoi? Elle permet d'objectiver effectivement la domination relative de la gauche, ainsi que désormais du centre droit et des écologistes dans les grands centres urbains d'un côté, et à l'inverse de la droite et de l'extrême droite dans les espaces ruraux et périurbains de l'autre. On voit que ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas aujourd'hui. Mais cette lecture-là, elle masque cependant la grande diversité interne à ces catégories. Donc, il y a une grande diversité des territoires ruraux, des villes, etc. Alors certes, quand on regarde ce tableau, par exemple, qui est un tableau qu'on a réalisé avec un collègue dans le cadre d'un bouquin qui a été publié sur les élections présidentielles de 2017, mais je pense qu'on aurait à peu près la même chose en 2022. Si on prend les résultats de l'élection présidentielle de 2017, plus on s'éloigne des villes et plus la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, regroupe des électeurs autour de son nom. Elle était en 2017 à 17,1% dans les villes de plus de 100 000 habitants, contre 26,1% dans le périurbain et les territoires ruraux. À l'inverse, si vous prenez Emmanuel Macron, qui a souvent été dépeint à l'époque comme le président des métropoles, eh bien, il réalise effectivement ses meilleurs scores dans les grandes agglomérations urbaines. Il est autour de 26%, mais a priori, ça s'avère un peu moins convaincant peut-être dans les zones rurales et périurbaines,
où ils ne réalisent que 21%. Bon. Alors, ces différences, elles sont importantes, bien sûr, mais elles masquent, encore une fois, j'insiste là-dessus, de très grandes inégalités au sein de ces catégories liées en fait aux caractéristiques sociales et économiques des territoires et aux histoires politiques locales des territoires. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que l'objectivation quantitative, elle ne permet guère, ou ces grands tableaux, là, si vous voulez, de différencier des types de ruralité qui sont pourtant, voilà, il y a encore une fois, la ruralité renvoie, il y a plein de types de territoires ruraux, et elle ne permet pas non plus, ces tableaux-là, d'interpréter ce qui explique le vote Rassemblement national ou à l'inverse, le vote LREM, ou d'autres types de votes d'ailleurs. Finalement, une lecture nationale et quantitative masque ainsi les ressorts réels du vote. Alors, quels sont-ils, ces ressorts réels du vote? Le vote, il tient en fait probablement davantage à ce qu'on appelle, ce que les politistes ou les sociologues ou les géographes d'ailleurs appellent des effets de composition sociale, c'est-à-dire aux caractéristiques sociologiques des individus qu'à des effets de... Quand vous regardez le vote FN au village, comme dans le périurbain, renvoie ainsi à des évolutions, si vous voulez, sociales, qui sont plus complexes que celles liées au seul type de logement ou à l'éloignement des villes, comme le note la sociologue, par exemple, Violaine Girard. Des critères comme le revenu, bien sûr, ou la nature du travail, comptent davantage finalement que l'espace de vie occupé. Ça ne veut pas dire, pour autant, je ne voudrais pas non plus tomber dans l'excès inverse, que l'espace ne compte pas. Bien sûr, si vous habitez dans un territoire rural où vous avez une fermeture de poste, par exemple, ça a peut-être plus d'incidence que dans une grande ville parce que tout simplement, c'est plus visible. Et donc, il y a vraiment une dimension symbolique plus forte et peut-être que vous aurez tendance à vous tourner vers des partis contestataires plus facilement, peut-être. C'est en tout cas une hypothèse qu'on peut faire et parfois elle se vérifie en tout cas. Ainsi, plus que d'autres variables, c'est l'appartenance aux classes populaires salariées qui structure la croissance du vote FN dans une grande partie des villes petites et moyennes et des territoires ruraux. Et donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc finalement, vous avez d'abord, derrière cette lecture spatiale, je pense que c'est important d'avoir aussi une lecture sociale. Une lecture nationale et quantitative, elle masque également certaines spécificités locales liées à une implantation syndicale ou politique particulière, comme c'est le cas, par exemple, là je reviens sur l'exemple de l'Allier, où la CGT et le PCF sont historiquement implantés depuis très longtemps, et même s'ils sont aujourd'hui dans un état moins flamboyant qu'il y a quelques décennies, ils continuent de conserver un réseau de militants, d'élus, et ce qui explique aussi ces spécificités locales, mais qui sont des spécificités vraiment historiques. Voilà. Je voudrais juste terminer sur un point avant de vous rendre la parole, aussi pour peut-être dire que les territoires du vote ne sont pas forcément toujours les territoires des mobilisations. On va parler tout à l'heure de Calac, etc. Mais je crois que voilà, ce n'est pas parce qu'on habite sur un territoire et qu'on vote sur un territoire qu'on ne va pas se mobiliser ailleurs. Donc voilà, encore une fois, le vote nous donne des éléments intéressants, mais il ne résume pas à lui seul toute la question. Voilà, je vous rends la parole et j'espère avoir été assez clair et avoir tenu le temps. J'avoue n'avoir pas trop surveillé. Merci beaucoup, Achille, pour cet exposé qui donnait une belle perspective et toute une finesse en fait dans l'analyse. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelquefois des petits commentaires. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les lire et si tu veux oui. répondre à ces commentaires. Et puis, après, je vous engage, si vous le souhaitez, dans le public, à demander la parole et je vais vous la donner. Alors, soit le mieux, sans doute, c'est que vous interveniez en mettant votre caméra, mais si certains sont timides et préfèrent juste mettre le message dans le chat, vous n'hésitez pas. Oui. Alors, je peux effectivement répondre. Alors, effectivement, sur une des cartes que j'ai montrées, il y a une confusion entre les défis et le vote nul. C'est vrai que c'est important parce que ça peut expliquer aussi, notamment pour les législatives, il n'y avait pas la discussion par parti. Donc, vous avez raison. Je pense que c'est important de le souligner. Donc, ça peut donner aussi peut-être... Je vais peut-être faire des raccourcis un peu rapides à ce niveau-là. L'autre élément, c'était de mélanger le périurbain et le rural isolé. Alors, je l'ai fait juste sur le tableau, le dernier tableau. Ce n'était pas le cas sur les cartes précédentes de mémoire. Effectivement, on n'a pas toujours comment dire, on peut avoir des géographies électorales qui ne sont pas tout à fait les mêmes. La difficulté, en fait, de distinguer vraiment périurbain et rural isolé, c'est de pouvoir définir vraiment concrètement ce que c'est que le périurbain
C'est pas si évident que ça, alors que le rural isolé est plus facile à définir. Mais oui, on peut avoir des votes différenciés. Ça aurait peut-être valu le coup, effectivement, que sur le tableau, je le précise et que je détaille un petit peu. Voilà, je pourrais le faire si vous le voulez, pour vous envoyer des documents complémentaires, éventuellement, si vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il y a une question de Christophe Baticle. Ouais, sur le vote chasse, pêche, nature et tradition. Mm. Oui, c'est vrai. Alors, le vote chasse-pêche, nature et tradition, c'est vrai que je ne l'ai pas gardé. Enfin, en tout cas, j'aurais pu regarder un petit peu comment cette géographie électorale avait évolué. Ça a été longtemps vraiment le parti du rural isolé. C'est assez rigolo. Alors, il ressemble un petit peu à la carte, mais que du coup, je ne vous ai pas montré. J'aurais dû la garder, c'est dommage, du vote Jean Lassalle. Vous avez vraiment, à la différence près que le vote chasse, pêche et nature et tradition, aller chercher aussi des électeurs dans le nord de la France. Là, on voit que Jean Lassalle est vraiment bloqué dans le sud-ouest, quoi. Donc, c'est peut-être la petite différence, mais effectivement, qui était très marquée là aussi, rural isolé. Ouais. Et sud-ouest aussi, en Et commun. oui, bien sûr. Ouais. D'autres questions, remarques? Le propos était clair. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui pose 3 questions à l'écrit. Est-ce que vous voulez les poser à l'oral? Donc, l'abstention diminue-t-elle en milieu rural? Beaucoup de maires de milieu rural sont généralement sans étiquette. Est-ce que ça change ces derniers temps? Et l'étude POPSU territoire exode urbain, un mythe des réalités. Alors, l'accentuation dynamique d'arrivée d'une diversité d'habitants dans les marges territoriales, est-ce que c'est pris en compte dans les travaux sur le vote des villes moyennes? Oui, mais je vais prendre les 3 questions séparément parce que c'est 3 questions assez différentes finalement. Est-ce que l'abstention diminue-t-elle en milieu rural? J'avoue que j'en sais rien. J'ai tendance à penser que non. Je ne vois pas pourquoi elle diminuerait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'abstention est souvent moins forte dans les territoires ruraux ou même dans les villes petites et moyennes que dans les grandes agglomérations. Enfin, là, vous avez vraiment un effet taille qui est très important. Voilà, historiquement, mais vous avez aussi des différences régionales qui, là aussi, peuvent être importantes. Beaucoup de maires en milieu rural sont effectivement généralement sans étiquette politique. Alors, ça ne change pas ces derniers temps. En tout cas, quand on regarde, à la rigueur, j'aurais tendance à dire qu'il y en a de plus en plus. Et que jusque-là, c'était vraiment petite commune, commune rurale. Aujourd'hui, même les maires des petites villes et des villes moyennes sont de moins en moins souvent marqués politiquement. Donc ça, c'est une évolution qui complique aussi la lisibilité de l'élection. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas montré, par exemple, de carte des élections municipales dans les territoires, enfin, même en zoomant sur des territoires ruraux particuliers, parce que vous auriez eu une carte qui aurait été globalement assez grise, avec beaucoup de maires sans étiquette. Donc après, qui sont étiquetés parfois par le ministère de l'Intérieur, divers droite, divers gauche, mais honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc j'allais dire que pour le chercheur que je suis, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je ne suis pas sûr que ça change, sinon peut-être que ça s'accentue. Il y a un phénomène de désaffiliation partisane qui est très marqué au moment des élections locales. Et on voit, par exemple, dans les villes moyennes, un essor des listes sans étiquette très important qu'on n'observe pas du tout dans les métropoles, ou enfin, en tout cas dans les villes-centres des métropoles, où là, on reste sur des élections qui sont très partisanes. Quand on voit, par exemple, la victoire de certains maires Europe Écologie Les Verts, où voilà, on ne connaissait pas forcément la tête de liste ou le candidat, mais c'était un vote Europe Écologie Les Verts, en tout cas écologiste, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une différence aussi entre territoires ruraux et grandes villes peut-être. Et puis enfin, sur l'étude du POPSU territoire exode urbain, un mythe des réalités, qui a effectivement été publiée récemment. Je reprends en même temps la question, pardon. Elle indique l'accentuation d'une dynamique pas nouvelle de l'arrivée d'une diversité d'habitants dans les marges territoriales. Cela est-il pris en compte dans vos travaux sur les votes des villes moyennes? La réponse est non. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, l'élection de 2020, en fait, il faudrait comparer 2 élections similaires. Donc, il faudrait comparer 2020, éventuellement 2026.
voir s'il y a un changement. En supposant qu'il y ait eu un renouvellement très important qui soit spécifiquement lié au Covid, pas facile à montrer. Et par ailleurs, ce que montre cette étude PopSu, hein, parce qu'en fait, c'est ça, ce n'est pas une étude sur le vote, mais c'est vraiment une étude sur l'évolution de la démographie post-Covid, c'est qu'il n'y a pas d'exode urbain massif, qu'en revanche, des territoires qui étaient déjà dynamiques le sont toujours, et peut-être même un peu plus. Voilà, on parle de la Bretagne, mais ça en fait partie. Mais ce n'est pas du tout la Nièvre, que j'ai beaucoup cité, qui en profite, par exemple. Donc, il faudrait regarder, est-ce que ça joue sur le vote dans les territoires d'arrivée, peut-être. J'avoue que je n'ai pas moi la réponse. Je vois que je prends les questions au fur et à mesure, hein, je vois qu'il y en a une autre. Existe-t-il des études qui croisent la couleur politique des votes et la densité des services du quotidien, services publics et services à la personne pour une strate de population? Pas à ma connaissance, peut-être. En tout cas, ce serait effectivement, alors ce ne serait pas facile à produire, mais ce serait hyper intéressant de voir effectivement si la densité des services en tout cas même services publics de manière générale, hein, a une influence sur le vote. Je crois qu'il y avait eu des tentatives un peu de tester ces variables. Ce n'est pas évident parce qu'il faut arriver à l'isoler par rapport à d'autres variables, notamment sociales, l'éloignement des villes, etc. Donc, ce n'est pas un travail qui est si simple à faire que ça, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce que l'éloignement, la fermeture de services publics, ce qui serait intéressant, c'est de regarder, est-ce que quand un service public ferme dans un territoire rural, et le comparer avec une ville moyenne, une grande ville, pourquoi pas, quelle est la conséquence, quel est l'effet, est-ce qu'il est différencié ou pas? Je n'ai pas la réponse, mais c'est effectivement une bonne question. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Peut-être que ça va être la dernière, puis après, on donnera la parole à Ouais. M. Roland. Dans une approche du vote comme expression relationnelle, peut-on différencier les secteurs à forte homogénéité sociale et les secteurs à forte hétérogénéité? Pardon, je pense à l'approche classe en soi, classe pour soi et classe chez soi. Je pense que si on peut expliciter ça pour les non-universitaires, c'est pas mal. Mais je veux bien que la question Classe soit en posée, soi. je veux bien que la question soit posée à l'oral si c'est possible. Je sais pas. Oui, puis si vous pouvez, Monsieur Batik, si vous pouvez expliquer classe en soi, classe pour soi, classe chez soi, je pense que les Je vais essayer de le non-politistes. faire. Je crois que vous avez raison, c'est nécessaire. Alors, j'espère que je vais le faire de façon distincte. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut envisager le vote comme une expression en termes d'idées, de posture idéologique, etc., etc. Ça, c'est très connu. Mais il y a aussi une autre approche où, enfin, elle n'est pas contradictoire d'ailleurs, hein, mais une autre approche où on aborde le vote aussi comme une expression du vécu quotidien. C'est-à-dire, je vote, mais je vote en fonction d'un environnement social, géographique, vis-à-vis de contiguïté, de ressenti, je dirais, relationnel. Et c'est une approche qui avait été notamment développée à Nantes autour de l'idée de la classe sociale chez soi. C'est-à-dire la classe sociale chez Marx, effectivement, on oppose chez les marxistes souvent la classe en soi, objectivée par une position sociale dans la stratification, par opposition à une classe pour soi, c'est-à-dire une identification à une strate dans la classification. Mais il y a aussi cet intermédiaire, cette chose difficile à cerner, qui est, mais chez moi, comment je me positionne? On peut être riche ici et avoir le même revenu et être pauvre là-bas. Ouais, J'espère que j'étais un petit peu plus clair. non, si, mais, du coup, je comprends mieux votre question. Je n'ai pas la réponse là non plus. Je suis tout à fait désolé. En fait, c'est vrai que je n'avais pas connaissance de cette littérature. J'irai voir. Ça pose, là aussi, ça me pose beaucoup de questions, mais je n'ai pas la réponse. Voilà, je suis un peu confus. Non, le soyez pas, mais je ne sais pas si statistiquement, on arrive à s'intéresser d'un côté au vote, y compris un vote bien typé, Non, dans des zones très, très homogènes. ouais, On pense par exemple aux fiefs du Parti communiste ouais. par rapport à une expression dans des fiefs où il n'y a plus de fiefs. Ouais, non, mais je comprends bien la question. Je n'ai pas la réponse, mais effectivement, ouais, très bonne question là aussi. Ouais. En tout cas, ça m'ouvre des pistes de réflexion. Ouais.
Merci en tout cas. Merci beaucoup, merci Achille. Et puis, je te passe la main, Marianne, et je passe la parole aussi à Monsieur Roland. Jean-Yves Roland, bonjour. Donc déjà, merci d'avoir... Alors, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Ouais, super. Merci Bonjour à d'avoir vous. accepté de témoigner pendant ce webinaire Populisme et ruralité. Alors, le thème de votre intervention, c'était la cristallisation autour du projet d'accueil de réfugiés à Calac. Peut-être avant d'arriver à la présentation du projet, est-ce que vous pouvez nous présenter Calac, le territoire, et puis le projet municipal que vous portez en tant que maire? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à votre webinaire, chose à laquelle je ne suis pas très habitué, mais on va essayer de répondre quand même globalement à votre demande. Et donc, Calac, je ne sais pas si tout le monde connaît Calac. Calac se situe donc au centre Bretagne. C'est vraiment le cœur de la Bretagne, à environ 30 km de Guingamp et autant de Carhaix. Donc, nous sommes une zone rurale. C'est une commune, donc chef-lieu de canton d'environ 2300 habitants. Un chef-lieu de canton qu'on dit vieillissant, avec une population quand même dont 60% de la population a plus de 60 ans. C'est quand même l'un des cantons les plus âgés, si ce n'est le plus âgé du département des Côtes-d'Armor, qui est déjà un département assez âgé. Mais malgré cela, il y a depuis 2-3 ans une nouvelle dynamique qui est née à Calac. Est-ce dû à notre élection ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Nous avons quand même dans notre chef-lieu de canton, nous avons tous les commerces, nous avons tous les services. C'est vraiment notre point fort, c'est tous les services à Calac. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire sur la commune globalement. Et donc, votre projet municipal, quand vous avez été élu, c'était quoi les grandes orientations? Les grandes orientations de notre projet municipal, il n'y avait pas de gros projets de prévus parce que quand j'avais assisté au dernier conseil municipal de la municipalité précédente, je m'étais aperçu que nous étions dans une situation financière un petit peu compliquée. Pas vraiment compliquée, mais il fallait, on nous interdisait pendant 2 ans d'emprunter, donc il était difficile pour nous de mettre en route de très gros projets. Et donc, principalement, notre axe à nous, c'était l'humain d'abord et l'accueil de l'autre. On était parti sur ce projet-là, d'être proche des habitants et de participer à l'accueil de l'autre, parce que je considère, et mon équipe considérait, que Calac est une commune rurale, mais une commune accueillante. Et avant ce projet-là, d'ailleurs, il y avait déjà de l'accueil à Calac. Il y avait de l'accueil à Calac, et depuis d'ailleurs très 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 longtemps, puisque déjà en 1936, la commune de Calac avait accueilli les Espagnols. Une centaine d'Espagnols avaient été accueillis à Calac, et de nombreux descendants de ces familles-là sont toujours d'ailleurs résidentes de la commune de Calac. Et depuis 2014, les municipalités précédentes avaient commencé à accueillir des réfugiés, donc par le biais de l'association Coalia, puis la MICEP, et aujourd'hui, nous en accueillons par le biais de Ville Thaïs concernant le projet du gouvernement. Donc, vous avez ce contexte-là à Calac, et puis je crois que c'est un député du territoire qui vous met en lien avec un porteur de projet qui répond à ce souhait et cette ambition d'accueil. Oui, c'est un projet que nous avions sur... enfin, on ne savait pas que faire sur une ancienne friche industrielle. C'était un ancien grand collège qui était abandonné, qui était devenu une coopérative, qui elle-même avait abandonné ce site pour s'installer sur une zone. Et lors d'une discussion entre une de mes adjointes et le député du secteur, donc M. Kerlogot, ils avaient parlé de cette situation-là, et M. Kerlogot nous avait émis l'idée qu'il y avait en région parisienne un fonds de dotation, donc il s'appelait le fonds de dotation Merci, qui a été piloté par la famille Cohen, qui était à la recherche en France d'un site où il pourrait créer un village horizon. Et donc, finalement, nous en avons discuté entre nous en bureau municipal, et nous avons mandaté notre adjointe pour tenter de prendre contact avec le fonds de dotation Merci, ce qui a été fait.
Il y a eu de multiples discussions en visio, parce que c'était l'époque du Covid, donc on ne pouvait pas se rencontrer. On s'est rencontrés plus tard. Ça a matché pas mal entre la commune, les élus de Calac et le fonds de dotation Merci, parce que leur projet, on le trouvait bien, on le trouvait correctement ficelé, parce qu'ils ne voulaient pas, bon, eux ils sont pas agréés pour accueillir des primo-arrivants, mais ils voulaient accompagner des zones rurales un peu à faible densité pour accueillir des familles, mais avec l'insertion par l'emploi. Et donc, nous avons lancé, au sein de notre équipe municipale, nous avons lancé une enquête auprès de tous les commerçants, artisans et agriculteurs de la commune. Et en octobre 2021, on a fait le point. Et il y avait, à ce jour-là, le 10 octobre, quand on a fait le point, il y avait 78 emplois non pourvus à Calac. Nous avons analysé tout ça avec le fonds de dotation Merci et ils nous ont dit, bah, écoutez, voilà, oui, ça correspond à ce qu'on veut faire. Apporter une nouvelle arrivée des familles à Calac, ça peut être important. On vous amènera des personnes qui correspondront aux emplois que vous avez besoin. C'était des emplois qui concernaient un peu tous les domaines. On avait besoin des artisans plombiers, chauffagistes, couvreurs, menuisiers, des maçons. Les agriculteurs avaient besoin aussi des salariés. Et moi-même, donc, au sein de notre EHPAD, parce que nous avons la particularité, malgré qu'on est une petite commune, d'avoir l'EHPAD le plus grand du département des Côtes-d'Armor, avec 122 résidents et 95 salariés, donc avec quand même un turnover important au niveau des salariés, ce qui faisait que j'étais souvent en manque d'infirmières, d'aides-soignantes, des difficultés de recrutement. Et on l'a particulièrement vu depuis le Covid, parce que avant, il y avait très peu au sein de l'EHPAD de besoins en intérim. Et en 2021, notre intérim était déjà monté en 2020 à 140 000 euros. En 2021, on est passé à 240 000 euros. Et en 2022, l'intérim nous a coûté 380 000 euros. Et on comprend bien comment il est difficile de boucler un budget quand on a l'obligation d'avoir de l'intérim. Donc, le projet du fonds de dotation Merci et le projet de la commune, eh ben, ça fonctionnait bien. On a été aussi donc labellisé Petite Ville de demain, ce qui nous permet, nous, à une petite commune rurale, d'avoir des possibilités de développement, de financement pour nos projets. Et donc, on a mis en place une OPARU, qui est une opération programmée d'amélioration de l'habitat, et une ORT, donc c'est aussi une opération de revitalisation du territoire. Donc, on a tous ces labels, tous ces cachets, ce qui nous permettait de nous développer et donc de pouvoir accueillir soit mais pas dans l'ancien collège Saint-Laurent. Moi, j'avais été clair avec le fonds de dotation Merci, je ne voulais pas qu'on crée un ghetto à Calac, donc on voulait accueillir les familles dans des maisons dispersées sur le territoire. Et voilà, ça marchait bien. Et puis, patatrac, un beau jour, après une présentation en réunion publique, 3 habitants de Calac ont réagi très rapidement en faisant paraître des articles dans la presse. Ici à Calac, 100 migrants arrivent demain, à tel point que la gendarmerie, le lendemain de cette réunion publique, m'ont appelé en me disant « Mais monsieur le maire, il paraît qu'il y a un train avec 70 migrants qui arrive demain à Calac. » Je me suis dit « Mais d'où vous sortez ça ?» À la réunion publique, moi j'avais annoncé qu'on allait accueillir sur les 10 prochaines années entre 5 et 15 familles, ce qui ferait 70 familles au total. Et tous les chiffres ont été transformés et ça a explosé. Et donc, voilà, la municipalité a été mise à mal, c'est vrai. Donc, vous avez un projet qui rencontre un besoin du territoire, qui est travaillé pour que ça réponde aussi à la stratégie de revitalisation de la commune et puis d'implantation de l'habitat dans la commune. Et donc, pour revenir un petit peu sur comment démarre l'opposition, donc 3 personnes de la commune Oui, donc écrivent dans la presse, enfin, oui. sont interviewées dans la presse ou écrivent Oui, oui, 3 personnes d'ailleurs de couleurs politiques totalement différentes. Aujourd'hui, une seule d'entre elles a poursuivi l'action parce que les autres ont très bien compris que notre projet tenait la route. Mais voilà, donc ces 3 personnes ont fait paraître des articles, ont commencé à distribuer des tracts
sur le marché le mercredi matin, et ce qui a commencé à faire beaucoup de bruit. Et donc, avec le fonds de dotation Merci, bon, après plusieurs échanges et avec mes collègues élus, on a décidé à un moment donné de faire une conférence de presse pour tenter de bien expliquer le projet à la population. Et ça a été peut-être la plus grosse erreur qu'on a fait, c'est de faire cette conférence de presse, parce que quand on fait une conférence de presse, c'est finalement, les journalistes, il y a la liberté, comme c'est normal, hein, la liberté d'expression et d'écriture des journalistes. Et voilà, le Braise Info s'est réveillé, riposte laïque avec, et voilà, les attaques ont fusé, les réseaux sociaux ont pris ça en main, et d'où la grosse difficulté. Donc, vous avez un relais par donc, les réseaux Braise Info et Riposte Laïque, et assez vite, vous vous retrouvez avec une manifestation dans Calac contre le projet. Oui, ça, on avait fait cette conférence de presse au mois de juillet. Au mois d'août, on voyait bien que la pression montait. Et puis, courant août, ils avaient voulu faire une petite manifestation devant la mairie, ces 3 personnes qui avaient lancé l'histoire. Finalement, elle n'a pas eu lieu, mais Riposte Laïque, Braise Info et le parti Reconquête, qui est arrivé sur le coup, ont décidé de faire donc une manifestation le 17 septembre à Calac, à laquelle il y avait environ 250 personnes et à peine 24 habitants que moi j'avais compté de Calac, parce que j'étais de garde à la salle de la mairie pour assurer la sécurité des bâtiments. Et comme on était à l'étage, je voyais très bien toutes les personnes qui étaient à la manifestation. Et bon, c'est une manifestation où il n'y avait que des cris de haine, le rejet de l'autre, le rejet de l'accueil, hein, c'était clair. Hein. En contrepartie, sur la place du centre, il y avait aussi une contre-manifestation avec nos partisans, où il y avait entre 300 et 400 personnes, où il y avait quand même des soutiens politiques du secteur, mais ça restait mesuré. À propos des soutiens, comment est-ce que sont arrivés les soutiens sur le territoire et autour? Alors, je pose cette question de cette manière-là parce que évidemment, j'ai en tête la démission du maire de Saint-Brévin et qui soulignait le fait que les soutiens des uns et des autres avaient été assez tardifs par rapport au projet. Alors, je tiens à rappeler, comme vous le disiez, que ce sont 2 projets différents, puisque d'un côté, il y a le projet de répartir les demandeurs d'asile en cours d'instruction de dossier sur le territoire, donc projet porté au niveau national. Et d'un autre côté, ce projet-ci, c'était donc des réfugiés au statut déjà confirmé, Oui. et donc en phase d'intégration en fait dans les territoires. Oui, nous n'aurions accueilli que des réfugiés relevant du droit commun et qu'on souhaitait intégrer par l'emploi et par l'accueil dans les écoles, l'accueil par nos associations qui sont importantes à Calac, parce que nous avons quand même un réseau d'associations important à Calac, des bénévoles qui s'occupent d'ailleurs des familles réfugiées qui sont là depuis un certain nombre d'années et des réfugiés qui ne nous posent aucun problème. Et donc, concernant le soutien des uns et des autres, il a mis, comme à Saint-Brévin, certainement du temps à démarrer. Moi, je n'irai pas à dire, comme l'a dit le maire de Saint-Brévin, que nous n'avons jamais été accompagnés, nous n'avons jamais eu le soutien des services de l'État. Moi, à partir du moment où les manifestations ont eu lieu, que ce soit celle du 17 septembre ou celle du 5 novembre, nous avons toujours eu les services de l'État présents lors de ces manifestations. Même monsieur le préfet était présent à Calac et les services de l'ordre étaient là et il n'y a pas eu de débordement. Et j'en suis navré. Et j'ai participé la semaine dernière à la manifestation de soutien de M. Mourès parce que je pense qu'il était important que je sois présent, ayant subi les mêmes violences que lui. Ça, c'est clair. On a subi les mêmes violences, les mêmes menaces de mort. Lui, ses voitures ont été brûlées, sa maison a été partiellement brûlée. C'était arrivé bien plus loin que chez moi. Mais même ici à Calac, petite ville rurale, la gendarmerie m'a demandé de flouter les fenêtres de ma maison. Monsieur le préfet voulait qu'on installe un système de sécurité autour de ma maison, ce que j'avais refusé parce que moi j'habite en pleine campagne et je considérais que chez moi j'étais tranquille. Et voilà, c'est des choses comme ça, mais je ne pouvais pas sortir dans la rue tranquillement, sans regarder derrière moi,
Lorsque certains jours, vous avez un architecte qui travaillait pour nous sur un projet de la commune qui est allé, il était en résidence à Calac pendant quelques jours, il est allé chercher son pain dans la boulangerie, il discutait avec la boulangère des projets de la commune. Derrière lui, à cet instant-là, un monsieur arrive et il lui dit Monsieur le maire, à Calac, la seule chose qu'il attend, c'est une balle en pleine tête. Vous entendez ça à Calac, vous vous dites waouh, ça devient dangereux. Mais bon, c'est comme ça. Donc, au fil des mois, vous avez cette opposition qui se radicalise, qui est très soutenue par des acteurs extérieurs au territoire. Oui. Et se pose la question du maintien ou non du projet. Comment on en arrive à se poser cette question-là? On arrive à se poser cette question-là parce que quand on écoute son conseil municipal et lorsqu'on écoute aussi une partie de la population de Calac, qui, après la manifestation du 5 novembre, a pris peur. On le disait que la terreur s'était installée à Calac. Je ne pense pas que la terreur s'était installée, mais les personnes d'un certain âge se sont rappelé les souvenirs de 44, de 45, de la guerre, de plein de choses comme ça. Ils ont vu des grenades à Calac lacrymogènes tirées, ils ont vu de la fumée partout au-dessus de la ville. Ils ont eu peur. Et mes conseillers municipaux, parce que moi-même, finalement, moi, personnellement, je n'ai pas été agressé dans la rue avec les Calacois. Je ne sais pas si c'est dû au respect au maire, mais mes conseillers municipaux, oui, certains d'entre eux rasaient les murs tous les jours et n'osaient plus sortir. Donc, je les ai écoutés, entendus, et fin novembre, nous nous sommes réunis en bureau municipal un soir et la discussion est arrivée sur la table et j'ai bien senti que si on ne prenait pas le temps de réfléchir et d'analyser la situation, le conseil municipal était en train de se déchirer. Donc, on a mis carte sur table et puis à la fin de la réunion, on a décidé de faire un vote entre nous pour savoir si on poursuivait notre projet ou pas. Ce vote, on était 14 présents. Sur 14, 8 ont décidé l'abandon du projet. 4 s'abstenaient, voulaient, souhaitaient attendre et le relancer après. Et puis 2 personnes voulaient poursuivre. Bon, c'était ça. On a pris le temps de réfléchir. On a eu un conseil municipal au mois le 12 décembre. On en a à nouveau discuté entre nous. L'opposition municipale nous a dit, écoutez, nous, on ne va pas intervenir dans vos discussions, c'est vous la majorité, de toute manière, votre décision sera la décision de la collectivité. Suite à ça, nous avons décidé à nouveau de rencontrer donc, les porteurs du projet Horizon, et donc ils sont venus à notre rencontre. Eux voulaient à tout prix poursuivre, ils ont voulu sans cesse nous convaincre de poursuivre, tout en mettant une petite période de pause. Suite à cette réunion, le lendemain, j'ai senti que si je persistais dans cette solution, je perdais mon équipe municipale. Et donc, je leur ai dit, écoutez, on va respecter votre décision. Et début janvier, après avoir distribué le bulletin municipal au Calacois, dans lequel j'avais expliqué les raisons qui faisaient qu'on allait arrêter, j'ai annoncé publiquement donc l'arrêt du projet. Ce qui a créé un certain tollé auprès de certaines personnes, ce qui a créé certaines tensions aussi obligatoirement au sein de l'équipe par rapport aux personnes qui étaient vraiment les porteuses du projet. Mais si je n'avais pas pris cette décision-là, j'aurais été certainement aujourd'hui dans la position du maire de Saint-Brévin et même au-delà, je dirais, parce que mon équipe aurait démissionné, une partie d'entre eux, une bonne partie, nous serions tombés et peut-être qu'aujourd'hui, l'extrême droite où les opposants au projet auraient été à la tête de la commune, et c'est ce que je ne voulais pas faire vivre au Calacois. Merci. Quand nous préparions, on parlait des soutiens reçus par Calac et on parlait finalement de la difficulté pour un territoire rural d'être au cœur de l'attention de réseaux militants, donc avec le cœur de l'opposition, de mobilisation de gens, pas forcément du territoire, et puis des soutiens qui, dans un premier temps, viennent de réseaux militants de gauche, mais pas forcément du territoire, et donc qui finalement n'ont pas forcément contribué à l'apaisement sur la commune.
Non, oui, oui, tant dans ceux qui étaient opposés au projet que dans ceux qui venaient nous soutenir, on n'avait pas forcément un soutien local parce que les habitants de Calac, je considère, sont mesurés et n'osaient pas s'exprimer. Beaucoup d'entre eux ne voulaient pas s'exprimer ni dans la rue, ni dans les manifestations. Il y avait plus de monde à la manifestation de soutien auquel je n'ai pas pu participer puisque j'étais confiné dans la mairie, mais j'ai eu des échos avec mes collègues et lors de la deuxième manifestation, je pense que toutes les personnes qui sont venues nous soutenir de loin et qui se sont manifestées par rapport à, à ce projet-là et qui voulaient nous apporter leur soutien, mais c'était un soutien, je crois, qui venait contre Reconquête, contre les partis extrémistes. Donc, c'était les antifas qui sont venus. Et parmi les antifas, il y avait une partie de Black Bloc qui, eux, étaient venus pour certainement soit aller chercher l'affrontement, soit avec les forces de l'ordre, soit avec l'extrême droite. Et ça nous a fait peut-être plus de mal que de bien, oui. Euh, si, si vous aviez des conseils pour une autre commune ou si demain vous deviez refaire un projet comme ça, comment s'y prendre pour que ce soit mieux compris aussi au sein de la population et moins utilisé comme un étendard au-delà? Quel conseil j'aurais à donner à une collectivité qui souhaiterait le faire? Je pense qu'il faudrait bien préparer le projet en amont. Nous n'avions peut-être pas bien préparé le projet. Il était bien ficelé du côté du fonds de dotation Merci, mais c'était quand même aussi leur premier projet. C'était la première fois qu'ils rentraient en contact avec une municipalité où ils rentraient vraiment dans un dossier profondément et nous n'avons certainement pas bien présenté le projet. La première réunion publique nous a fait du mal. Nous n'avons pas pu en faire d'autres derrière parce que nous aurions eu des manifestants à chaque fois dans la salle des fêtes et donc au moins 200 ou 300 personnes qui seraient venues nuire à la tenue d'une réunion publique de présentation. Et je dirais aux collègues maires qui souhaiteraient préparer un projet comme ça, de très bien le préparer en amont et au moment où ils vont le présenter, alors il faudrait que le projet soit vraiment mûr et prêt à être mis en place dans les toutes premières semaines qui suivraient, si on veut. Et puis pour parler de Calac aujourd'hui, quelle est l'ambiance, quels sont les projets et puis en quoi Calac est aussi toujours une terre d'accueil en fait? Calac est toujours une terre d'accueil, il restera une terre d'accueil. Depuis ce projet-là, il y a eu le projet de M. Macron qui a été dévoilé au mois de septembre, qui a décidé que les réfugiés qui devaient venir en France et qu'on avait l'obligation d'accueillir, ou d'ailleurs le Haut Commissariat aux réfugiés nous interpellait. Nous avons accueilli ces dernières semaines 2 nouvelles familles, une famille soudanaise et une famille syrienne, 16 personnes en tout et pour tout, et ça se passe très bien. Et l'on restera une terre d'accueil. Voilà. Autrement, que vous dire de l'ambiance à Calac aujourd'hui? L'ambiance à Calac aujourd'hui, on avait retrouvé de la sérénité. Malheureusement, ces dernières semaines, une de mes adjointes est intervenue sur les réseaux, surtout à Mediapart. Et depuis, ça s'est à nouveau cristallisé parce que sur les réseaux, alors que nous avions pris une décision commune, c'était une décision d'abandon qui était commune, j'ai été attaqué vraiment. Le maire a été mis en cause. Elle a annoncé clairement que le maire avait jeté l'éponge et c'était une erreur impardonnable. Et à partir de là, depuis ce jour, une nouvelle tension est née au sein du conseil municipal. J'ai dû prendre la décision, puisqu'on le sait très bien, après une élection municipale, le conseil municipal élit ses adjoints en son sein et le maire leur attribue des délégations. J'ai dû, lundi dernier, prendre la décision d'enlever ces délégations à mon adjointe. Et ce soir, je vais avoir un conseil municipal très tendu. Je pense que les opposants au projet vont être là. Des partisans vont être là, toutes les radios vont être, tous les radios et tous les journalistes vont être encore présents à ce conseil municipal parce que nous allons devoir lui enlever son titre d'adjointe pour pouvoir continuer à fonctionner comme il le faut et pour retrouver de la sérénité au sein du conseil municipal. Et c'est quelque chose que je trouve de très, très dommageable parce que c'était l'une de mes adjointes certainement les plus intelligentes et les plus instruites et celle qui nous a fait
qui nous a fait mener énormément de beaux projets à Calac, parce que si nous avons la garderie gratuite, la cantine à 1 euro et le petit déjeuner à l'école pour tous les enfants tous les jours, je pense que c'est bien grâce à elle. Et je trouve dommage d'être obligé d'en arriver à ce niveau de situation aujourd'hui, mais voilà. En dehors de ça, Calac a toujours bien sûr des projets, plein de projets, parce que je vous ai dit qu'on était labellisé Petite Ville de demain. Il y a, comme je l'ai dit, une nouvelle dynamique à Calac. Et nous sommes passés de la rentrée scolaire 2019 à 2020 où il y avait 125 enfants inscrits à l'école élémentaire et maternelle à Calac. Aujourd'hui, nous sommes à 185 enfants. C'est 60 enfants en plus en 3 ans, ce qui est un pourcentage d'augmentation énorme, une explosion. Très rare parce que depuis 2020, début des années 2000, on parlait d'une classe tous les 3 ou 4 ans. Et là, nous avons une classe il y a 10 ans. Nous avons demandé une nouvelle ouverture cette année et j'espère qu'on va l'avoir en septembre. On est à la limite, on n'a pas 27 enfants par classe, mais on est à 26,7. Donc nous sommes très proches de la limite d'ouverture de la classe, mais nous avons des classes à 32 enfants. Donc une dynamique s'installe. Le projet Petite Ville de demain, nous avons travaillé là avec un cabinet d'architectes, un très beau cabinet, c'est les ateliers du Rouget. Je ne sais pas si vous les connaissez, ils viennent du Cantal. Nous avons un atelier d'architectes du Cantal qui travaille avec nous pour une étude programmatique où nous sommes en train d'analyser tout le devenir de la commune pour les 10 ou 15 prochaines années à venir. Ah, Pardon, je ne vous entends pas. J'avais oublié de rallumer mon micro. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions par écrit. Je vois ma collègue Catherine Lédin qui allume sa caméra, donc je vais lui donner la parole. Et puis je vois Romain Pasquier aussi et Christian Guillon-Varmont. En fait, vous avez envie de parler à l'oral et donc c'est très bien. Oui, bon, merci beaucoup pour cette intervention. Et alors, en fait, je n'ai pas forcément une question, mais en fait, j'avais une remarque entre les 2 interventions qu'on a eues. En fait, la présentation d'Achille Varnan montrait que finalement, quand on était au local, il y avait finalement dans les élections un éloignement des partis. En fait, on voyait dans les partis extrêmes qu'ils n'étaient pas très présents. Il y avait des élections en fait avec des élus qui étaient sans étiquette. Et donc, on pouvait finalement voir une moins grande visibilité des partis au niveau local, au niveau des élections. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, M. Roland, c'est que finalement, en ce qui concerne un projet qui évidemment cristallise en fait dans le débat politique, eh bien, pour le coup, le projet local se nationalise avec, on voit les partis extrêmes qui interviennent sur l'action locale, qui drainent en fait des populations qui ne sont pas du territoire et qui interviennent dans le débat politique. Et presque, c'est un peu les écarts en fait entre l'engagement au niveau du vote et l'engagement dans l'action locale. Et puis après, alors moi je ne suis pas du tout élue, hein, puisque voilà, je suis universitaire, mais la question que je me posais en vous écoutant, quand vous parliez que peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas interpeller les habitants plutôt, comment il faudrait faire, etc., faire en sorte que le projet soit bien monté. La question que je me posais, c'est est-ce que finalement, vous avez toujours accueilli, vous avez accueilli avant, vous poursuivez l'accueil? Est-ce que finalement, un projet sans communication, sans et l'accueil petit à petit, parce qu'en fait, vous aviez un projet qui devait accueillir sur plusieurs années. La seule différence peut-être, alors peut-être que ça vous donnait des moyens supplémentaires, j'ai compris ce projet Horizon qu'il y avait quelque chose, mais finalement, là, vous poursuivez l'accueil. Est-ce que finalement, la solution, c'est pas de ne pas communiquer et de faire d'accompagner les événements tels qu'ils se présentent? Il y a une famille qui arrive, qui répond à un besoin, et finalement, peut-être que c'est là que ça cristalliserait moins de tensions politiques. Voilà, c'était la question que je me posais. Oui, pour vous répondre, oui, certainement que l'accueil
régulièrement de familles isolées, accompagnées par le projet de l'État qui les suit pendant 1 an. C'est une solution et sans bruit, sans rien du tout. Et on en a eu la preuve après toute la cristallisation qu'il y a eu entre septembre et fin décembre. On a accueilli 2 familles depuis au mois de février et au mois de mars. Il n'y a pas eu un seul bruit. Elles se sont installées. On s'en occupe. Elles vont à l'école. Les enfants vont à l'école. Les parents participent à des cours d'apprentissage du français en accéléré avec l'association D2 que nous avons sur le terrain. J'ai oublié de préciser que nous avons des partenaires qui sont le Secours populaire, le Resto du Cœur, le Secours catholique. À Calac, beaucoup d'associations participent à l'accueil des réfugiés. Même un collectif d'habitants de Calac qui participe. Romain Pasquier, vous vouliez faire une remarque, poser une question? Oui, merci Monsieur le maire pour ce témoignage passionnant. Est-ce que vous avez songé à un moment donné à faire un référendum consultatif? Nous n'avons pas songé à le faire parce que c'est quelque chose qui aurait été illégal. Monsieur le préfet nous l'a bien précisé. Les opposants le demandaient en permanence. Ils le criaient sur tous les toits, référendum, référendum, référendum. Ils auraient été les seuls à venir voter. Et d'ailleurs, j'ai fait peut-être une erreur un jour dans la rue, sur le marché, où j'ai été interpellé par plusieurs personnes. Et je leur ai dit, de toute manière, si un référendum est fait à Calac aujourd'hui, 80% des gens qui vont voter contre le projet. Mais ce seront les seuls à venir voter parce que les gens qui étaient avec nous, qui étaient un peu indifférents au projet, ne seraient pas venus voter parce qu'ils avaient peur de s'exprimer. Merci. Merci à vous. Romain Pasquier, moi j'étais curieuse de votre point de vue sur le référendum consultatif local et toute la place d'un référendum dans une situation déjà cristallisée, quoi. C'est à moi que vous posez la question? Ah non, non, c'est juste, je posais la question parce que de toute façon, on n'a pas du tout une culture du référendum, donc on ne sait pas du tout l'utiliser. Alors, il y a bien sûr la question de la légalité, mais c'est une question. Beaucoup de maires ont déjà fait des consultations illégales, c'est pas ça qui les gêne. Le tout, c'est un référendum consultatif ou décisionnel, ça doit arriver au bout d'un processus pédagogique de débat et de controverses saines et non violentes, ce qui n'était pas visiblement, évidemment, la situation à Calac. Il y avait une demande de prise de parole de Christian Guillonvard. Oui, bonjour. Je voulais d'abord, en tant qu'élu, je suis conseiller régional, j'ai été longtemps élu communal, évidemment apporter un témoignage de solidarité à monsieur le maire de Calac, dont j'ai apprécié qu'il rappelle la tradition d'accueil qui existe depuis fort longtemps en Centre-Bretagne, et qui a rappelé dans quelles conditions le Centre-Bretagne et la Bretagne, de façon plus générale, a accueilli des réfugiés républicains espagnols qui étaient chassés par les armées franquistes. On se doit toujours de rappeler cette histoire-là en Bretagne, de la transmettre de génération en génération. J'ai bien entendu également votre message, qui est un message de bon sens. Quand on a pour projet d'accueillir des migrants dans sa commune, on se doit de le préparer, de bien le préparer en amont pour s'assurer que ces personnes seront bien accueillies, qu'elles pourront s'insérer évidemment dans le tissu social de la commune. J'avais une question. Dans le contexte actuel, et on voit que 3 personnes sur votre commune, dont 2 des 3, vous nous l'avez dit tout à l'heure, sont revenus sur leur position initiale, 3 personnes ont suffi à enflammer la France entière à partir de votre projet avec le fonds de dotation Merci. Ne pensez-vous pas que pour de futurs projets tels que le vôtre dans d'autres communes rurales en Bretagne,
il serait peut-être judicieux d'essayer de porter ces projets à une échelle territoriale plus importante pour éviter que les maires et les élus, d'une façon plus générale, des petites communes rurales se retrouvent isolés. Ne serait-il pas souhaitable de porter ces projets soit à l'échelon d'un département, soit à l'échelon d'une région? Vous avez souligné tout à l'heure que dans votre commune, un certain nombre d'employeurs potentiels s'étaient manifestés auprès de vous. Il serait peut-être utile que les organisations professionnelles, que les syndicats professionnels s'expriment sur ce sujet-là, donc disent qu'effectivement, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus sur notre territoire aujourd'hui. Et il serait peut-être utile aussi que les associations d'élus, que ce soit les associations départementales de maires ou les élus à l'échelle de la Bretagne de façon plus générale, s'impliquent collectivement dans le soutien à ce type de projet. C'est une question. Voilà. Qu'en pensez-vous? Merci. Oui, ben, merci pour votre réaction et pour votre soutien. Ce que j'en pense aujourd'hui, oui, certainement, il serait utile que des projets de cette nature soient portés soit au niveau d'un département, au moins d'une agglo ou de la région, parce que ce serait bien mieux compris que lorsqu'un seul maire se retrouve face à des opposants aussi radicaux que ceux que nous avons eus sur le territoire. Je pense, oui, que si un jour on doit porter des projets comme ça devrait se faire à un niveau beaucoup plus étendu. Maxime Payet, vous avez posé une question par écrit. Est-ce que vous voulez la poser à l'oral ou qu'on la reprenne pour vous? Oui, je veux bien parce que je voulais vraiment remercier Monsieur le maire pour son récit authentique, où on sent l'émotion et le discernement aussi de la situation qui s'est fait. Non, j'avais une question, mais aussi un témoignage. Je travaille pour une intercommunalité en Centre-Bretagne et lors des dernières élections nationales en 2022, une commune a eu un vote pour le Rassemblement national au second tour de 58%. Et quand on interroge les élus et le maire en question sur pourquoi ce vote, ils disent qu'ils ne savent pas. Et on peut peut-être observer un décalage des fois entre des missions qui sont données à certains élus, notamment dans toute la reconfiguration des territoires avec les intercommunalités, et peut-être parfois le manque de proximité qu'ils peuvent avoir avec leurs administrés. Donc, moi, ma première question, c'est est-ce que vous avez été on sent dans votre récit que vous avez été en proximité avec les citoyens de manière permanente, avec d'ailleurs des risques pour voilà, vos proches, vous, etc. Comment est-ce que vous avez vécu cette proximité? Aviez-vous eu besoin de prendre de la hauteur ou de peut-être, voilà, vous avez été interrogé sur vos alliés? Est-ce qu'ils vous ont aidé à prendre cette hauteur, cette mise à distance? Et ma deuxième question, qui est peut-être plus personnelle, et je comprendrais que vous ne voudrez pas y répondre, c'est est-ce que ça a changé votre rapport aux politiques, à la chose publique, et est-ce que vous envisagez de vous représenter aux prochaines élections municipales, ou est-ce que c'est quelque chose que vous dites c'est bon, j'ai fait ma part et je passe le relais? Mais en tout cas, un sincère merci pour votre récit, c'est touchant. Voilà. Merci pour votre témoignage. La seule chose que je peux vous dire que, bon, concernant la question personnelle, après, pour savoir si on se représentera à la fin du mandat ou pas, je ne le sais pas forcément aujourd'hui, parce que je pense qu'il est souhaitable de prendre le temps d'analyser ce que sera la situation dans 3 ans. On verra, le moment venu, on verra. La chose politique, je la connais depuis longtemps. Je suis élu à Calac depuis 1999 et sans interruption jusqu'en 2008. Après, j'avais fait une pause. Je suis revenu en 2020, j'ai été élu maire. Je connais bien la chose politique, je connais le monde associatif. J'ai plus de 30 ans de participation dans plein d'associations. Donc, ma commune, je la connais très bien. Ça fait 50 ans bientôt que j'y habite. Et je suis né dans une petite commune rurale qui s'appelle Bulat-Pestivien, qui est juste à côté. Donc, ça fait très longtemps que je rayonne dans le secteur. Vous dire que j'en ai ras-le-bol de la politique. Moi, la politique, je ne l'applique pas au sens politicien pur. Je suis un élu donc avec des valeurs de gauche. Nous avons une équipe de gauche. Je ne le cache pas, je suis un homme de gauche, mais je ne suis ni communiste ni socialiste, mais proche entre ces deux partis. Et
demain, pourquoi pas continuer, on verra quel sera l'état de la situation à Calac à ce moment-là. Merci. Valérie Tabar, pardon. Et juste, excusez-moi, sur la question de la proximité, est-ce que vous avez eu besoin de prendre de la distance par rapport à ce que vous viviez au quotidien? Par rapport à ce qu'on vivait au quotidien, à un moment donné, oui, en tant que maire, il a fallu que je prenne disons, je ne sais pas si c'est de la hauteur ou de la distance, mais il a fallu que je dise à un moment donné, bon ben voilà, aujourd'hui, il faut prendre ça, il faut analyser la chose, mais prendre ça d'un peu plus loin et prendre son temps pour écouter surtout, écouter la population, écouter mes conseillers, parce qu'un maire n'agit jamais tout seul. Il y a des choses qu'il doit faire, c'est des compétences qui lui reviennent, mais son premier rôle est d'écouter et ses amis élus et ses habitants. Et ça, je pense que les habitants de Calac le savent très bien. Et généralement, je les écoute beaucoup, je les connais parfaitement. Valérie Tabar. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi vraiment beaucoup pour votre témoignage. Exprimer ma solidarité, j'avais pu être à un rassemblement aussi à Calac en novembre. Et saluer aussi votre tonicité. Enfin, vous ne semblez pas abattu et vraiment, je salue votre courage et cette forme de tonicité. Moi, peut-être, alors j'étais aussi maire d'une commune rurale et je trouve intéressant votre approche là de l'écoute de votre équipe. Peut-être j'ai deux questions. Ma première, c'est à la fois, vous avez pu situer comment peut-être il fallait s'y prendre autrement, ou le collègue Christian Guillaume Var a peut-être aussi pu donner peut-être quelques clés pour l'avenir, pour d'autres projets sur d'autres territoires, c'est-à-dire peut-être le porter à un territoire plus large, peut-être avec d'autres acteurs qui se mouillent aussi pour pas être seuls, associations d'élus ou des employeurs. Moi, la question, pour revenir au moment où vous avez renoncé au projet, c'est, et on le comprend, hein, il n'y a pas de jugement, on le comprend, c'était intenable humainement, et vous avez été à l'écoute de votre équipe, mais évidemment, symboliquement, ça a été quelque chose qui a été, pour ce qui se joue sur les territoires aujourd'hui, évidemment, ça a eu de l'impact, ça avait de l'impact. Et encore une fois, sans jugement, mais voilà, pour ce qui peut être pour la suite, on pouvait exprimer un regret. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez que ça aurait été intéressant d'avoir plus de soutien? Est-ce qu'à ce moment-là, vous identifiez qu'il pouvait y avoir des ingrédients, des leviers qui aurait été intéressant d'actionner pour que l'équipe se sente plus en capacité de tenir la ligne et tenir ce projet, ou non, voilà. Donc ça, c'est peut-être ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous mesurez en fait un impact de ce qui s'est passé sur les consciences aujourd'hui à Calac, c'est-à-dire autant sur les idées de rejet de l'autre, ou les idées d'ouverture, d'accueil de l'autre? Est-ce que vous pensez que là, au sein de la population, des idées ont infusé, des idées ont progressé, que ce soit d'un côté ou de l'autre? Merci. Pour répondre à votre deuxième question en premier, oui, l'idée sur l'accueil de l'autre certainement a évolué auprès de la population, et dans les deux sens. Je pense qu'il y a une partie de la population qui s'est peut-être un petit peu radicalisée et qui refuse d'accueillir aujourd'hui l'autre, mais il y a aussi une partie de la population qui continue toujours à être pour de l'accueil, parce que Calac, c'est une tradition d'accueillir d'autres personnes. Et pour vous dire, on a un petit collège avec 140 enfants au collège, et dans ce collège, il y a aujourd'hui 7 nationalités différentes. Donc, c'est vraiment une preuve que le secteur, même en dehors de la commune de Calac, quand on prend les petites communes rurales aux alentours, il y a de l'accueil de l'autre. Il y a beaucoup d'Anglais, il y a des Belges, il y a même une famille russe qui est là depuis 2 ans, il y a même un enfant qui parle russe à l'école, il y a des familles polonaises, il y a donc beaucoup d'étrangers dans le secteur. Et pour répondre à votre première question, donc sur la largesse sur laquelle le territoire qui aurait pu porter la chose, oui, je pense qu'on n'a pas été
je dirais même pas forcément politiquement, mais personne, je pense, n'avait pris la mesure de l'ampleur du dossier et de ce qui était en train de se dérouler à Calac. J'en ai discuté avec le président de l'Aglo, j'en ai discuté avec de nombreux collègues élus qui m'ont dit, ben, Jean-Yves, écoute, oui, on n'avait pas vu ça venir à ce niveau-là. On aurait dû être auprès de vous depuis longtemps et on ne l'était pas. Il n'y avait pas le vrai soutien, que ce soit de l'Association des maires de France, que ce soit des maires des communes un peu plus grandes autour de chez nous, hormis en discuter en aparté, n'avait pas non plus politiquement certainement saisi ce drame qui se déroulait à Calac sur quelques semaines ou sur quelques mois. Là. Et donc, oui, on avait certainement un sentiment d'abandon chez nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. On a une question pratico-pratique de Civelle qui dit comment Calac héberge les familles aujourd'hui. Comment Calac héberge les familles aujourd'hui? Les toutes premières familles qui sont arrivées donc depuis 2014 sont hébergées dans des logements sociaux. Et les 2 dernières familles qui sont arrivées, elles, sont hébergées dans des maisons dont Viltaïs a fait l'acquisition. Et donc, ces familles sont locataires. Elles sont hébergées dans de très bonnes conditions. Merci. Je crois qu'on a fait le tour des questions dans le chat et des questions et des demandes d'intervention. Moi, je vous remercie encore de votre témoignage. J'ai oublié de dire en lancement du webinaire que nous avions une date initiale prévue le 11 mai et que la réalité du monde rural qu'on connaît bien au réseau rural étant ce qu'elle est, vous avez eu une réunion avec des partenaires de la commune qui s'est calée le même jour et sans trop de possibilités pour la décaler. Et donc, on s'est vu contraint de reculer ce webinaire. Mais merci d'avoir trouvé une nouvelle disponibilité et d'avoir témoigné auprès de nous aujourd'hui. Je pense que c'était riche et d'autant plus qu'on sent, enfin en tout cas en tant que réseau rural, on échange régulièrement avec des élus ruraux bretons et on sent qu'il y a une certaine nouveauté à des mobilisations venues de l'extérieur sur des projets portés ou diffusés en milieu rural et une tension assez importante de la part de l'extrême droite sur les territoires ruraux aujourd'hui. Oui, on a une tension énorme de l'extrême droite et bon, moi je considère le fait qu'on ait abandonné, je le dis et je l'ai dit lors de mes vœux, je considère ça comme un échec. Mais si on n'avait pas eu cet échec, si on n'était pas passé par cette phase-là, on me dit que l'extrême droite a gagné. Je le reconnais, ils ont peut-être marqué des points à Calac, mais ils n'ont pas gagné parce que si on n'avait pas reculé, si j'avais insisté pour poursuivre le projet, je pense qu'aujourd'hui on serait tombé. Et l'extrême droite aurait été à la tête d'une collectivité rurale, d'une commune rurale qui, de plus, est de gauche. Et on est quand même dans un secteur, Calac a été reconnu historiquement comme un territoire communiste. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais on est quand même une équipe de gauche et une équipe très large de gauche. Et c'est vrai qu'abandonner face à l'extrême droite, c'est désolant quelque part. Je sais que c'est un échec, mais je pense que malgré tout, et on verra en 2026 ce qu'il en sera, mais si les choses continuent à avancer comme il le faut dans l'ensemble de nos projets, je pense que oui, on essaiera quand même de se représenter et de prouver à la commune et aux habitants de Calac qu'on n'a pas été battu par l'extrême droite. Et on ne sera pas battu par l'extrême droite à Calac. Merci beaucoup. C'était aujourd'hui le 4e et dernier rendez-vous de ce cycle Nouvelle Ruralité, Nouveaux Ruraux, porté par le réseau rural avec la chaire Territoire et Mutation d'Action Publique de l'IEP de Rennes et avec l'Institut Agro Rennes-Angers. Je vous annonce tout de même un rendez-vous qui s'est monté avec les chambres d'agriculture de Bretagne dans la continuité de ces réflexions sur nouvelle ruralité et nouveaux ruraux. Donc, c'est un webinaire qui aura lieu dans 2 semaines
le vendredi 16 juin en fin de matinée qui s'appelle campagne lieu de vie, de travail et de loisirs, que j'aurai aussi le plaisir de co-animer, mais cette fois-ci avec les chambres d'agriculture de Bretagne. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention. Catherine Lédin, tu veux peut-être compléter? Alors oui, ben, en fait, je voulais juste poursuivre. En fait, on avait l'habitude à la fin de chaque webinaire de vous annoncer les suivants. Là, en fait, on vient de finir, on marche un peu en année universitaire, donc on vient de finir ce premier cycle. On prévoit donc les trois, la Chertemap, le réseau rural et l'Institut Agro, de poursuivre et de vous proposer un nouveau cycle de nouvelles ruralités pour 2023-2024. Mais pour l'instant, tout est dans les cartons, donc on vous tiendra informé par les réseaux comme on a fait jusqu'à présent. Voilà. Mais ça sera une affaire à suivre. Et puis, si vous participez aujourd'hui à votre premier webinaire dans le cadre de ce cycle, sachez que vous pouvez rattraper les webinaires précédents puisqu'ils sont en ligne et sur la chaîne YouTube du Réseau Rural et sur la chaîne YouTube. Alors, je ne sais jamais, soit de la chaire, soit de l'IEP, mais en tout cas, vous trouverez les webinaires sur nos deux chaînes. Je vais mettre la nôtre en lien. N'hésitez pas, avant de vous déconnecter, à mettre un petit mot sur les contenus, la manière dont ça s'est passé, enfin plutôt un retour de satisfaction pour qu'on sache quoi faire différemment la prochaine fois, en sachant que faire différemment, c'est aussi espérer ne pas avoir les soucis techniques que nous avons pu avoir en début de rencontre et qui nous ont fait prendre une quinzaine de minutes de retard. Et un grand merci vraiment aux deux intervenants. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Ou c'est une erreur. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci aussi à tous et très heureux d'avoir participé à ce webinaire. Et bonne continuation à vous. Merci. Merci. Merci Merci. également. Bonne journée à vous.